Je me tenais sur le porche de mon fils le jour de Noël, une valise dans une main et un sac de cadeaux soigneusement emballé dans l'autre. La neige s'accrochait à mes bottes, mon cœur battait la chamade, mais je souriais. J'avais mis mes plus beaux vêtements, une robe vert émeraude qui complétait mes cheveux argentés. J'imaginais des rires, des étreintes chaleureuses, l'odeur de la dinde et de la cannelle. Au lieu de cela, la porte s'est ouverte et Marc m'a regardé comme si j'étais une étrangère. « Désolé, je crois que vous vous êtes trompé de maison, » dit-il. Pendant une seconde, je suis restée là, figée, pensant qu'il plaisantait. Mais il n'y avait aucune chaleur dans ses yeux, aucune trace de reconnaissance dans sa voix, seulement un dédain froid. « Marc, c'est moi. C'est maman. » Il n'a pas scié. « Je crois que vous vous êtes trompé d'adresse. Il n'y a pas de Marc ici. » Puis il a fermé la porte. Je n'ai pas pleuré. Pas tout de suite. J'ai redescendu l'allée enneigée, mes talons s'enfonçant dans la glace, les cadeaux bruissant doucement dans mon sac. Mon corps bougeait par instinct, mais mon cœur avait l'impression d'avoir été arraché de ma poitrine. Ce n'était pas seulement un malentendu. Ce n'était pas seulement une mauvaise journée. C'était un rejet, pur et délibéré. Ce moment n'est pas sorti de nulle part. C'était la note finale d'une chanson qui jouait doucement depuis des années. Mais debout dans cette neige, devant la maison où je n'avais jamais été autorisée à entrer, j'ai réalisé que quelque chose était terminé. Pas seulement des vacances, pas seulement une visite. Un rôle. Une place dans la vie de quelqu'un. Et peut-être, juste peut-être, cette fin deviendrait mon commencement. Je m'appelle Eleanor Brox, j'ai 58 ans et pendant 33 d'entre eux, j'ai été mère d'abord, tout le reste ensuite. Je suis devenue veuve à 25 ans. Un matin, j'ai embrassé mon mari au revoir alors qu'il partait au travail. Cet après-midi-là, j'ai reçu l'appel, un accident de voiture, un conducteur ivre. Il était parti en quelques secondes. Marc avait 15 ans, Sophie en avait 13, et juste comme ça, non seulement j'étais en deuil, mais j'étais responsable de maintenir le monde entier uni. Nous avions une maison modeste dans le Connecticut, une hypothèque que nous pouvions à peine gérer même avec 2 revenus. Après les funérailles, j'ai fait les comptes. Je pouvais à peine payer l'essentiel. Il n'y avait pas d'héritage familial, pas de compte d'épargne secret, juste une vie qui devait être reconstruite à partir des cendres. Alors j'ai vendu la maison. Nous avons déménagé dans un appartement de 2 chambres près de l'hôpital où je travaillais. J'ai pris des gardes de nuit supplémentaires, travaillé les week-ends, les jours fériés, sauté des repas. Je me suis coupé les cheveux moi-même pour économiser de l'argent, j'ai appris à réparer la plomberie moi-même. Cette vieille Buick que je conduisais, je l'ai fait rouler pendant 12 ans, avec du ruban adhésif sur le pare-choc et tout, parce que chaque dollar supplémentaire allait pour eux. Je préparais des déjeuners, aidais aux dissertations, fabriquais des costumes d'Halloween à partir de rien parce que nous ne pouvions pas nous permettre ceux achetés en magasin. Quand Sophie a voulu rejoindre l'orchestre de l'école, je lui ai acheté un violon d'occasion à crédit. Quand Marc a postulé à l'université, j'ai pris une 3e garde juste pour couvrir la compte. Ils ont obtenu ce dont ils avaient besoin, et même plus. Marc a obtenu son diplôme avec mention, a trouvé un emploi dans une société financière à Boston, a épousé sa petite amie de l'université, Hélène. Sophie est allée à UConn, puis a déménagé à Chicago pour un emploi en marketing. Ils ont construit des vies dont j'étais fière. Je le suis toujours, d'une certaine manière. Mais les appels ont cessé d'arriver. Les anniversaires sont devenus des SMS rapides. Les visites se sont faites de plus en plus rares. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était bien, qu'ils étaient occupés, qu'ils avaient leur vie. N'est-ce pas pour cela que j'avais travaillé si dur ? Diane, ma sœur, secouait souvent la tête. Ils pourraient au moins appeler, disait-elle. Tu as tout fait pour eux. Mais j'ignorais cela. Ils reviendront. Je suis sûre qu'ils le feront. Et j'ai continué à donner. Même après qu'ils aient eu leurs propres emplois et maisons, j'ai continué à envoyer des chèques. 1 000 $ chaque mois. Un soutien silencieux. Marc avait besoin d'aide pour sa nouvelle hypothèque. Sophie avait des frais de garde d'enfants. Puis elle a appelé un jour, en pleurant. La commission de son mari avait échoué. J'ai envoyé plus.
Ils m'ont remercié, bien sûr, mais pas par des appels téléphoniques ni des visites. Juste par des SMS, reçus, merci. Pas un mot sur mon état. Pas une question sur ma journée ou ma santé. Juste des transactions. Et pourtant, je me disais que c'était bien. Parce que c'est ce que font les mères, n'est-ce pas? Nous nous sacrifions. Nous nous taisons. Nous mettons tout le monde en premier. Jusqu'à ce que quelque chose se brise. Avec le recul, la rupture ne s'est pas produite d'un coup. Ce n'était pas ce moment sur le porche. C'était chaque appel manqué, chaque anniversaire ignoré, chaque fois que j'envoyais de l'argent que je ne pouvais pas me permettre sans même un « merci ». Cela couvait depuis des années. Mais le déclic, ce qui a vraiment fait trembler le sol sous mes pieds, c'est de réaliser qu'il ne me manquait même pas. Pas vraiment. Ils avaient besoin de moi, oui, mais seulement pour ce que je pouvais donner, pas pour qui j'étais. Et aussi douloureuse que soit cette vérité, elle a aussi planté une graine. Une question, et si je me choisissais, moi, juste une fois? Il y a une sorte de solitude silencieuse qui s'insinue lorsque vous n'êtes techniquement pas seul. Lorsque votre téléphone s'allume encore, mais seulement lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Lorsque les vacances passent et que votre boîte aux lettres reste vide. Lorsque vous vous asseyez à table avec 2 couverts au lieu de 3 et que vous réalisez que personne ne va venir. Cela n'a pas commencé avec ce rejet de Noël. La vérité, c'est que j'avais disparu de leur vie bien avant ce jour-là. Il y a eu des anniversaires manqués, pas seulement les miens, mais les leurs. Je me souvenais de tous, j'envoyais des cartes, des cadeaux, parfois même des lettres manuscrites. En retour, je recevais un SMS, souvent en retard, parfois même pas du tout. Quand je mentionnais de leur rendre visite, il y avait toujours une raison pour laquelle ce n'était pas le bon moment. Marc avait des réunions avec des clients. Sophie avait une date limite. Les enfants avaient du football. La maison était en désordre. Le mois prochain, peut-être. Ils ont cessé de m'appeler « maman » dans leurs messages. C'était juste « salut » ou « j'ai besoin d'aide avec ». Il y a quelque chose dans la façon dont votre nom disparaît de la bouche de votre enfant qui ressemble à une gomme. Une fois, Sophie a appelé parce qu'elle ne comprenait pas un formulaire d'assurance maladie. Je l'ai guidée ligne par ligne pendant près d'1 heure. Elle a raccroché sans dire merci, juste « ok, j'ai compris » et la ligne s'est coupée. Une autre fois, Marc m'a demandé de lui envoyer $500 par Venmo pour les soins dentaires de Noah. Il m'a envoyé une photo de la facture. Je n'ai même pas reçu de message de suivi après avoir envoyé l'argent. Pourtant, je leur trouvais des excuses. Ils étaient occupés, jeunes parents, professionnels travailleurs. Je ne voulais pas être la mère collante. Je me vantais d'être compréhensive, solidaire, la mère, cool, qui ne faisait pas de demande. Mais au fond, ça faisait mal. Et plus je l'ignorais, plus ça devenait lourd. J'ai commencé à réaliser que je n'étais visible que lorsque j'avais quelque chose à offrir, un chèque, un conseil, un service rapide. Mais ma présence, ma compagnie, ma voix, cela ne faisait plus partie du marché. Je n'arrêtais pas de penser à quelque chose que ma propre mère disait, les gens qui n'apparaissent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose disparaîtront dès que vous n'aurez plus rien à donner. Je n'avais simplement jamais pensé que cela s'appliquerait à mes propres enfants. En décembre dernier, j'ai pris une décision. J'allais passer Noël avec mes petits-enfants. Je n'avais vu Emma et Noah que quelques fois depuis leur naissance. Trop loin, trop occupé, trop de choses en cours, comme le disait toujours Marc. Mais cette année, je ne voulais pas être une voix au téléphone ou une signature au bas d'un chèque. Je voulais m'asseoir avec eux par terre pendant qu'ils déballaient leurs cadeaux. Je voulais faire des biscuits avec eux, leur lire des histoires avant de dormir. Je voulais être leur grand-mère, pas seulement un nom qu'ils reconnaissaient vaguement. Alors j'ai pris le téléphone et j'ai appelé Marc. Il a répondu à la 3e sonnerie, sa voix distraite, des papiers bruissants en arrière-plan. « Maman, qu'est-ce qui se passe ? » ? « Salut, chérie. Je ne te retiendrai pas. Je voulais juste demander, est-ce que ce serait bien si je venais pour Noël cette année ? J'aimerais vraiment voir les enfants ouvrir leurs cadeaux. Il y eut une pause. J'entendais une porte se fermer, le bruit du bureau s'estompant. Puis il a repris la parole, son ton plus bas.
Noël, je ne sais pas, maman. Les parents d'Hélène viennent, et nous n'avons pas beaucoup de place. Je peux rester à l'hôtel, dis-je rapidement. Je ne dérangerai pas, une autre pause. Laisse-moi parler à Hélène et je te recontacterai. Il ne l'a pas fait. Une semaine s'est écoulée. J'ai rappelé. C'est tombé sur la messagerie vocale. J'ai laissé un message prudent. Marc, c'est maman. Je voulais juste savoir pour Noël. J'ai trouvé un hôtel près de chez vous, très raisonnable. Fais-moi savoir. 3 jours plus tard, j'ai reçu un SMS. Juste un SMS. Noël, c'est bon. Dîner à 15 heures. Pas besoin d'hôtel. Tu peux avoir la chambre d'amis. C'est tout. Pas de « j'ai hâte de te voir ». Pas de « les enfants seront tellement excités ». Pourtant, mon cœur a fait un bond. J'ai réservé mon vol immédiatement. J'ai passé des heures à emballer des cadeaux. Je me suis même offert une nouvelle robe, vert émeraude, décolletée modeste, tissu doux qui me faisait me sentir belle. Je ne m'étais rien acheté depuis des années. Je me suis dit, cette année sera différente. Cette année, je ferai partie de la célébration. Cette année, j'appartiendrai. Je suis arrivée à Boston la veille de Noël, peu après 14 heures. Le vol avait été mouvementé, mais mon moral était au beau fixe. Je me suis assise dans le taxi avec mes cadeaux bien calés à côté de moi, ma valise dans le coffre et une espérance nerveuse flottant dans ma poitrine. Le quartier de Marc était parfait, des pelouses saupoudrées de neige, des haies soigneusement taillées, des lumières scintillantes à chaque fenêtre. J'ai ressenti une fierté silencieuse. Mon fils avait bien réussi. J'ai ajusté mon manteau en m'approchant de la porte d'entrée. Je pouvais voir des silhouettes bouger derrière la vitre dépolie. Des rires et de la musique flottaient de l'intérieur. J'ai sonné et j'ai attendu, lissant mon manteau et glissant une mèche de cheveux rebelles derrière mon oreille. Marc a ouvert la porte. Il avait l'air surpris. « Maman, dit-il sèchement. Tu es en avance. » J'ai souri. Le vol est arrivé plus tôt que prévu. Je ne pouvais tout simplement pas attendre de vous voir tous. Il ne s'est pas écarté. Derrière lui, je pouvais voir des gens dans le salon, les parents d'Hélène, je suppose. Quelqu'un servait du vin, une autre personne mettait des biscuits. J'ai entendu la voix d'un enfant, un petit rire. Marc a changé son poids, bloquant plus complètement l'entrée. Nous ne t'attendions que demain. J'ai cligné des yeux. Ton message disait dîner à 15 heures. C'est le dîner de Noël, dit-il, la voix sèche. Demain. J'ai sorti mon téléphone, mes mains commençant à trembler. Ici même, il est juste écrit Noël, c'est bon, dîner à 15 heures. Il a à peine regardé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Écoute, maman, aujourd'hui c'est juste la famille. Les parents d'Hélène sont là. Nous faisons notre truc. Juste la famille ? Les mots m'ont transpercé. Je peux revenir demain, ai-je proposé, essayant de garder mon sang-froid. Peut-être que tu peux m'indiquer mon hôtel, celui que tu as dit que je n'avais pas besoin de réserver. Quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité a traversé son visage. La chambre d'amis n'est pas prête. Nous pensions que tu venais demain. Je suis restée là, tenant ma valise, essayant de garder ma voix ferme. Alors, où devrais-je aller ? Il y a un Holiday Inn à environ 15 minutes. Je peux appeler pour... Une petite voix derrière lui l'interrompit. Papa, qui est à la porte ? Marc s'est retourné. Personne, chérie. Retourne avec grand-mère et grand-père. Personne. C'est ce que j'étais devenue. Et pourtant, j'ai réussi à murmurer, joyeux Noël, Marc. Fais un bisou aux enfants de ma part. Puis je me suis retournée et je suis partie. Je suis revenue le lendemain, jour de Noël, précisément à 14h45. La neige s'était durcie en glace pendant la nuit. J'ai marché lentement, prudemment, serrant mon sac de cadeaux à 2 mains. Je portais la robe émeraude que j'avais choisie avec tant de soin, celle que j'avais achetée pour bien paraître sur les photos de famille. Mes cheveux étaient légèrement bouclés aux pointes, et j'avais même mis un peu de rouge à lèvres, ce que je n'avais pas fait depuis des années.
Ça y est, me suis-je dit. Hier était un malentendu. Aujourd'hui sera différent. Je suis arrivé à la porte et j'ai sonné. Marc a répondu. Son visage était illisible. Avant que je puisse parler, avant que je puisse dire « Joyeux Noël » ou « Je suis là », il a prononcé les mots qui m'ont brisé. « Désolé, je crois que vous vous êtes trompé de maison. » Je l'ai regardé fixement. J'ai cru qu'il plaisantait, attendant un sourire, un indice d'excuse. Mais il n'y avait rien. Marc, dis-je, ma voix à peine un murmure. C'est moi. C'est maman. Il n'a pas bougé. Ses yeux ne se sont pas radoucis. Il n'y a pas de Marc ici. J'ai regardé au-delà de lui. Le salon était magnifiquement décoré. Un arbre scintillant se dressait dans le coin, entouré de cadeaux soigneusement emballés. La table de la salle à manger était dressée pour le dîner, l'argenterie brillant sous le lustre. La tête d'Hélène était penchée vers un plat de nourriture. Elle ne s'est même pas retournée. Puis la porte s'est fermée. Je suis resté là, en silence, glacé, humilié. J'ai descendu lentement les marches. Mes pieds étaient engourdis. Mes mains tremblaient. J'ai atteint le trottoir avant que mon téléphone ne vibre. Le nom de Marc est apparu à l'écran. J'ai répondu. Maman, dit-il, d'un ton désinvolte, voire amusé. Désolé pour ça. Les parents d'Hélène sont super traditionnels. Ils ne sont pas au courant de, tu sais, l'arrangement financier. Nous essayons juste de maintenir la paix. Arrangement financier, ai-je répété, les mots étranges dans ma bouche. Oui, le soutien mensuel. Écoute, retourne simplement à ton hôtel. Je t'appellerai demain. Je n'ai pas d'hôtel, Marc, dis-je à voix basse. Je suis venu ici pour passer Noël avec ma famille. Il a soupiré. Maman, je ne peux pas faire ça maintenant. Donne-nous juste un peu d'espace, d'accord? Nous réglerons ça plus tard. J'ai murmuré, que je fais? Sa voix s'est durcie. Elle pense que l'argent qu'elle envoie chaque mois lui achète une place à table. Je n'avais pas encore raccroché, mais j'en avais déjà assez entendu. J'ai laissé tomber le téléphone dans la neige. J'ai ramassé le téléphone lentement, mes doigts raides à cause du froid. L'appel était toujours actif. Je l'ai terminé d'un geste silencieux et j'ai fixé l'écran, les mots résonnant encore dans mon esprit, elle pense que l'argent qu'elle envoie chaque mois lui achète une place à table. C'était donc ça, n'est-ce pas? C'est ainsi qu'il me voyait. Pas comme une mère, pas comme une grand-mère. Juste une source, un compte bancaire, un outil qu'on cachait quand il était gênant, une honte qu'on expliquait par des excuses. Je me suis retournée et j'ai commencé à marcher vers la route principale, les roues de ma valise se coinçant dans la gadoue, traînant derrière moi comme une vieille blessure. Au Holiday Inn, je me suis enregistrée sans un mot. La réceptionniste a souri poliment. Vous restez longtemps, madame? J'ai hoché la tête. Quelques nuits. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Plus de questions tourbillonnant dans ma tête, plus de questionnements sur ce que j'avais fait de mal. Pour la première fois depuis des années, mes pensées n'étaient pas empêtrées dans la culpabilité ou l'obligation. J'ai ouvert mon application bancaire avec des doigts calmes. J'ai annulé les virements automatiques à mes 2 enfants. Cela a pris moins de 60 secondes. Je me suis assise sur le bord du lit de l'hôtel et j'ai regardé l'écran silencieux. Pas de vibration, pas de demandes entrantes. Juste le silence. Et la paix. Une paix que je n'avais pas connue depuis des décennies. J'ai dormi cette nuit-là sans rêve, sans tension dans ma poitrine. Juste le calme. Le calme qui vient lorsqu'un chapitre long et douloureux se ferme enfin, et qu'un nouveau attend, silencieusement, patiemment, pour commencer. Le lendemain matin, mon téléphone s'est illuminé d'appels manqués. 25 au total. 15 de Marc, 10 de Sophie. Des SMS ont suivi, certains paniqués, d'autres exigeants. Maman, le virement n'est pas passé. Tout va bien? Maman, j'ai besoin de cet argent pour la garderie de Noah. S'il te plaît, appelle dès que possible. Qu'est-ce qui se passe, maman? Je suis sur le point d'être en retard sur mon hypothèque. Appelle-moi maintenant.
J'ai regardé l'écran comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Il n'y avait aucun message demandant si j'allais bien. Pas de « Où es-tu ?» Pas de « Nous sommes inquiets pour toi ». Juste de l'argent. J'ai mis le téléphone en sourdine, je l'ai posé face contre table sur la table de nuit et je suis entré dans la douche. Pendant que l'eau chaude coulait sur moi, quelque chose à l'intérieur de moi a commencé à changer. Pendant plus de 3 décennies, je m'étais définie par ce que je donnais. J'étais la mère qui se présentait toujours, payait toujours, s'adaptait toujours. Mais que me restait-il maintenant ? Debout seule dans une chambre d'hôtel calme, j'avais de l'espace pour respirer, pour penser, peut-être, pour rêver. Après m'être habillée, j'ai marché jusqu'à un café voisin. J'ai commandé un cappuccino et un sandwich pour le petit déjeuner, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé la neige fondre sous le soleil du matin. Puis j'ai sorti ma tablette. Pendant des années, j'avais rêvé de voyager. J'avais gardé des articles sur des endroits où je n'étais jamais allée, marqué des photos de temples et d'océans, lu sur des programmes de bénévolat pour infirmières à la retraite. Mais j'avais toujours trouvé des raisons de rester. Les enfants pourraient avoir besoin de moi, ce n'était pas sûr d'y aller seul, l'argent pourrait aider quelqu'un d'autre. Des excuses. J'ai ouvert un site de voyage, j'ai tapé une destination que je m'étais murmurée pendant des années, d'un clic ferme, j'ai réservé un aller simple pour la Thaïlande. Départ, dans 2 jours. Pour la première fois depuis des décennies, j'ai ressenti quelque chose que je ne reconnaissais presque pas, l'excitation. Plus tard dans l'après-midi, mon téléphone a de nouveau vibré. C'était Sophie cette fois. J'ai hésité un instant avant de répondre. Maman, enfin, dit-elle, sautant toute salutation. Qu'est-ce qui se passe avec les virements ? Marc a dit que le sien n'était pas passé non plus. Aucune inquiétude, aucune chaleur. Droit au but. J'ai siroté mon cappuccino avant de répondre. J'ai décidé de suspendre les virements mensuels. Il y eut un silence au bout du fil, puis un hoquet d'incrédulité. Tu as, quoi ? Tu ne peux pas faire ça. Je compte sur cet argent pour la garderie du bébé. Je suis désolée d'entendre ça, dis-je calmement. Je te suggère, à toi et à Daniel, d'ajuster votre budget en conséquence. Sa voix est devenue aiguë. C'est à cause de Marc, n'est-ce pas ? Il m'a raconté ce qui s'est passé. C'était un malentendu. Tu es ridicule. Ce n'est pas à cause de Marc, ai-je répondu. C'est pour moi. Pour reconnaître que je me suis laissé devenir invisible. Et j'en ai fini avec ça. Elle a ri, un son froid et dédaigneux. Ta valeur, maman ? Tu as presque 60 ans. Ce n'est pas le moment pour une crise de la quarantaine. Les mots ne faisaient plus aussi mal qu'avant. J'ai 58 ans, dis-je à voix basse. Et pour la première fois de ma vie, je me choisis. Alors c'est tout ? Tu nous coupes les vivres parce que tes sentiments ont été blessés ? Je vous ai soutenus tous les deux pendant des années. Ce n'est pas couper les vivres. C'est prendre du recul. Elle a réessayé, cette fois avec douceur, presque du désespoir. Maman, s'il te plaît. Le bébé a besoin de toi. Drôle comme j'étais rapidement passée d'irrationnel à indispensable. J'ai pris une profonde inspiration. J'enverrai un cadeau, Sophie. De la même manière que tu envoies des cartes d'anniversaire, quand tu t'en souviens. Puis j'ai mis fin à l'appel. Après avoir raccroché, je m'attendais à ce que la culpabilité s'insinue. Elle ne l'a pas fait. Je me sentais calme. J'ai passé le reste de la journée à prendre des décisions silencieuses. J'ai appelé mon propriétaire et j'ai donné mon préavis pour mon appartement. J'ai appelé Diane, ma sœur, et je lui ai demandé si elle pouvait m'aider à emballer mes affaires, à garder ce qui comptait, à donner ce qui ne comptait pas. Puis j'ai contacté l'hôpital où j'avais travaillé pendant 32 ans. Je les ai remerciés et j'ai démissionné. Pas de discours dramatique, pas de dernière garde. Juste une simple promesse d'envoyer un email officiel plus tard dans la soirée. À la tombée de la nuit, mon téléphone avait cessé de sonner. Plus d'appels, plus de messages. J'imaginais Marc et Sophie se parlant, essayant de comprendre ce qui avait changé, se demandant où leur mère était partie. Elle n'avait pas disparu. Elle était simplement revenue à elle-même.
J'ai commandé le service d'étage, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cherché un endroit calme où séjourner près de la rivière à Bangkok. Et j'ai souri. Non pas parce que je fuyais, mais parce que j'étais enfin libre. Le lendemain matin, on a frappé à la porte de ma chambre d'hôtel. Je l'ai ouverte et j'ai trouvé Marc debout là. Son visage était pâle, les yeux injectés de sang. Il semblait n'avoir pas dormi. Il m'avait localisé grâce à l'activité de ma carte de crédit. Maman, dit-il, sa voix basse, incertaine. Nous devons parler. Je me suis écartée, mais je n'ai pas souri. Je n'ai pas couru pour l'embrasser. J'ai simplement désigné le fauteuil près de la fenêtre. Il s'est assis. Je suis restée debout. Tu as semé une sacrée panique, dis-je avec sérénité, croisant les mains. Il m'a regardé, cherchant sur mon visage quelque chose de familier, de la douceur, peut-être du pardon. Mais ce qu'il a trouvé, c'est quelqu'un de différent. Quelqu'un qui avait cessé de supplier pour être invité. Quelqu'un qui ne mesurait plus sa valeur à l'approbation de ses enfants. Je ne suis pas en colère, dis-je. Je suis lucide. Il a ouvert la bouche pour parler, mais j'ai levé doucement la main. Je pars demain, Marc. Pas de toi. De la version de moi-même que je ne veux plus être. Et je le pensais.